J'avais besoin d'aide, mais comme j'avais prouvé que je pouvais me débrouiller seule, cette capacité fut discrètement transformée en obligation. Quand des problèmes surgissaient, on me disait que je les résoudrais. Quand une responsabilité s'imposait, elle me revenait naturellement. Personne ne trouvait cela injuste, car c'était perçu comme de la confiance, et la confiance était vécue comme un compliment. On parlait rarement de la différence entre nous, mais elle imprégnait tout. Audrey faisait des choix sans se soucier des conséquences, car celle-ci la touchait rarement. Je faisais des choix avec soin, consciente que toute erreur me reviendrait seule. Le déséquilibre résidait dans la responsabilité plutôt que dans les mots, ce qui rendait la confrontation difficile, car il n'y avait rien de concret à pointer du doigt. Il n'y avait pas de remarques cruelles, à proprement parler, juste des schémas qui se répétaient silencieusement au fil du temps. J'ai rapidement cessé de poser des questions, non pas parce que je ne remarquais pas la différence, mais parce que la question n'aboutissait jamais à rien de constructif. Les questions étaient accueillies par des silences, des assurances vagues ou des explications qui détournaient la conversation du problème lui-même. Le silence est devenu la réponse par défaut, et le silence était considéré comme une solution. J'ai fini par comprendre que cette famille n'accordait aucune importance à la clarté, surtout lorsqu'elle menaçait le confort. Avec le temps, ce silence m'a appris à m'adapter. J'ai appris à anticiper les problèmes avant même qu'ils ne soient reconnus. J'ai appris à absorber les tensions pour épargner aux autres d'avoir à les gérer. Quand quelque chose se cassait, au sens propre comme au figuré, on supposait que j'interviendrais sans qu'on me le demande. Cette présomption n'était jamais exprimée avec gratitude ni reconnaissance, car elle faisait simplement partie de mon rôle. La famille s'est habituée à ce que je travaille dans l'ombre, gérant la logistique, apaisant les tensions et veillant au bon fonctionnement de l'ensemble. Ma participation était attendue, non sollicitée. On comptait sur mes efforts, sans les reconnaître. Il est devenu normal que ma présence n'ait d'importance que lorsqu'elle permettait d'éviter les problèmes. Rétrospectivement, ce déséquilibre n'était pas une question d'affection ou d'approbation, mais de savoir qui avait le droit de se battre et qui devait subir. Audrey était protégée. On attendait de moi que je sois compétente. Cette attente a façonné le fonctionnement de la famille bien avant que quiconque n'élève la voix lors d'un dîner de Noël. Au début de la vingtaine, la différence était flagrante. J'avais accédé à l'indépendance avec des responsabilités financières et des limites personnelles clairement définies. Non pas parce qu'on me l'encourageait, mais parce que c'était la norme. Je payais mes dépenses, gérais mes engagements et prenais des décisions en sachant pertinemment qu'aucun filet de sécurité ne me serait accordé en cas de problème. Cette indépendance était perçue comme la preuve que je n'avais besoin ni de conseils ni de soutien, même lorsque le poids de cette responsabilité devenait épuisant. Audrey, quant à elle, continuait d'avancer dans la vie, ses choix ayant moins de conséquences. Lorsque les situations se compliquaient, elle fournissait des explications. Les circonstances s'adaptaient et ses attentes s'atténuaient. J'observais cette évolution en silence, non par ignorance, mais parce que l'expérience m'avait appris que le lui faire remarquer ne ferait que provoquer un déni ou une diversion. Le contraste entre nous s'est accentué avec le temps. Pourtant, au sein de la famille, cela restait considéré comme normal. On me décrivait souvent comme forte, compétente et fiable, des mots qui semblaient encourageants jusqu'à ce que je réalise qu'ils n'étaient jamais suivis d'actes. Être qualifiée de résiliente est devenu un moyen de justifier le refus de m'apporter du soutien plutôt que d'en offrir. Quand j'étais en difficulté, on me rassurait sans m'aider, on m'encourageait sans intervenir, et on supposait que je finirais par me débrouiller seule. Audrey, en revanche, était rarement mise à l'épreuve, car on la réconfortait avant même qu'elle ne ressente la pression. Mon père jugeait ses enfants sur leur apparence et leur obéissance plutôt que sur leurs efforts ou leur sens des responsabilités. Il valorisait le calme, l'approbation et la réussite extérieure, surtout quand cela rejaillissait sur lui. Audrey s'intégrait plus facilement à ce modèle, car ses difficultés étaient gérées discrètement avant même qu'elles ne deviennent visibles. J'avais plus de mal à m'intégrer, car mon indépendance était moins affirmée et mes limites moins claires. Quand mes choix allaient à l'encontre des attentes, on les considérait comme une résistance inutile plutôt que comme une démarche autonome. Les décisions familiales continuaient de privilégier Audrey, même lorsqu'elles me concernaient directement. Les plans changeaient, les priorités étaient modifiées et les conversations s'achevaient sans que mon avis soit jugé nécessaire. J'ai appris que participer ne garantissait pas d'influence et que le silence était souvent plus gratifiant que l'honnêteté. Avec le temps, j'ai cessé de donner mon avis, non par indifférence, mais parce que le résultat changeait rarement, quoi que je dise. La distance entre nous n'est pas née d'un conflit isolé ni d'un événement dramatique ponctuel. Elle s'est installée progressivement, alimentée par des rappels constants à l'ordre. Mon rôle était de me faire discrète pendant que les autres étaient aux petits soins. Je limitais mes confidences, filtrais mes réactions et gardais mes frustrations pour moi. Cette retenue a été prise pour de l'approbation, et cette approbation pour de l'accord.
Je restais présente, fiable et fonctionnelle, mais de plus en plus invisible. Plus je paraissais compétente, moins il semblait y avoir de place pour la vulnérabilité. Audrey avait le droit d'hésiter, de s'adapter et de trouver du soutien dans l'incertitude. On attendait de moi que j'aille de l'avant sans m'arrêter, car mes hésitations étaient perçues comme un inconvénient plutôt que comme un besoin. Une fois l'âge adulte installé, prendre la parole est devenu superflu. Les habitudes étaient ancrées, les rôles définis, et l'issue prévisible. Le silence relevait moins de l'évitement que de l'instinct de survie. Je ne cherchais plus à être comprise. Je maintenais simplement mes distances, là où la proximité n'était plus rassurante. Ce dîner était censé être une simple routine. Mais c'est à ce moment-là que tout a finalement éclaté au grand jour. La réunion commença sous un jour familier. Des conversations polies et des sujets soigneusement choisis pour éviter les frictions, donnant l'illusion que tout allait bien. J'étais consciente qu'une distance s'était déjà installée entre nous, mais je m'attendais à ce que la soirée reste calme, car cette famille avait toujours géré les conflits par le contrôle plutôt que par la résolution. Au fil du repas, la retenue commença à s'estomper. Papa me reprenait plus sèchement que nécessaire, remettant en question des décisions déjà prises et présentant ses remarques comme des préoccupations tout en laissant clairement entendre qu'il s'agissait de jugement. Je répondais brièvement et calmement, sachant que les réactions émotionnelles ne feraient que confirmer l'idée que j'étais difficile. Maman restait silencieuse, concentrée sur le maintien de son calme plutôt que d'aborder ce qui se déroulait sous ses yeux. Audrey évitait mon regard et baissait les yeux à mesure que la tension montait, préférant la distance au dialogue, comme si la distance elle-même pouvait la protéger. Finalement, la conversation atteignit un point où la frustration l'emporta. Papa éleva la voix et dit clairement « Je voudrais que tu disparaisses de cette famille ». La déclaration choqua l'assemblée, non pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle était enfin prononcée à voix haute. Après une brève pause, il ajouta « Tu compliques toujours les choses inutilement ». Personne ne l'interrompit. Maman any protesta pas. Audrey garda le silence. Je ne haussai pas le ton et ne me défendis pas, car cela aurait laissé entendre que je cherchais encore à regagner une place qui n'existait plus. Je regardai papa et répondis « Considère-moi comme morte ». Les mots étaient calmes, délibérés et définitifs. Avant de me lever, j'ajoutai « Désormais, je ne ferai plus partie des problèmes de cette famille ». Je me levai de table, repoussai ma chaise avec précaution et rassemblai mes affaires. Personne ne me demanda de rester. Personne ne me suivit. Nul ne chercha à atténuer les propos tenus, juste un silence suffisamment long pour confirmer qu'aucune autre explication n'était nécessaire. Quitter cette maison ressemblait moins à un départ qu'à l'acceptation d'une décision prise bien avant cette nuit-là. La relation avait toujours été conditionnelle, fondée sur la soumission plutôt que sur le contact. Et à cet instant précis, les conditions étaient clairement énoncées. J'ai choisi de ne pas les remplir. Ce dîner était terminé. Toute obligation familiale restante. Je n'ai pas claqué de porte, ni proféré de menaces, et je n'ai pas cherché à obtenir confirmation. Je me suis simplement retiré d'une structure qui m'avait clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour moi à moins que je n'accepte d'être mise à l'écart. Mon départ n'était pas impulsif, mais le fruit d'années de silence et de rejet. Et lorsque je suis parti ce soir-là, j'ai compris que le lien qui avait pu exister s'était rompu à cette table, non pas parce que je suis parti, mais parce qu'on m'avait ordonné de disparaître. Le lendemain matin, le silence s'est fait. J'ai bloqué tous les numéros de ma famille avant même que la journée ne commence, non par colère, mais parce que la distance devait être claire et immédiate. J'ai supprimé mes comptes partagés, cessé de répondre aux messages de mes proches et me suis retiré discrètement des obligations que j'assumais depuis des années sans obtenir la moindre reconnaissance. Aucun message, aucune explication n'a été envoyée à qui que ce soit, car j'avais déjà dit tout ce qui comptait la veille. De leur point de vue, mon absence était temporaire. Papa pensait que mon silence était une stratégie plutôt qu'une décision, supposant que je me calmerais et reviendrais une fois mes émotions apaisées. Maman ne m'a pas contacté, préférant laisser le temps arranger les choses, confiante que la routine me ramènerait à ma place, comme toujours. Personne ne considérait la situation comme définitive, car personne n'avait envisagé la possibilité que je cesse toute participation. Audrey est restée silencieuse. Pas d'appel, pas de message, aucune tentative de comprendre ce qui s'était passé, ce qui correspondait à la façon dont les conflits étaient généralement gérés dans notre famille. L'évitement avait toujours été la réaction privilégiée, surtout lorsque prendre position impliquait des responsabilités. Son silence n'était pas neutre, mais il était familier, renforçant l'idée qu'il était plus sûr de rester à l'écart que d'admettre le mal. Au fil des jours, les responsabilités que j'assumais auparavant ont commencé à ressurgir, de manière discrète mais perceptible. Des factures s'accumulaient, des rendez-vous payés en retard n'étaient pas reportés, et des problèmes logistiques passés inaperçus jusque-là sont soudainement apparus.
Il ne s'agissait pas d'échecs retentissants, mais simplement de difficultés pratiques révélant l'ampleur du travail discret accompli dans l'ombre. Personne n'est intervenu immédiatement, car cela n'avait jamais été nécessaire auparavant. Malgré ces perturbations, rien ne justifiait mon absence. On supposait toujours que je reviendrais rétablir l'ordre, car admettre mes torts aurait impliqué de reconnaître le déséquilibre qui existait depuis des années. Mon père a interprété la situation comme de l'entêtement, considérant mon absence comme une réaction excessive plutôt que comme une conséquence de mon licenciement. Ma mère a continué d'attendre, persuadée que le silence finirait par se transformer en obéissance. Le plus frappant a été la rapidité avec laquelle ma famille s'est habituée à parler de moi comme si j'étais temporairement indisponible et non pas réellement parti. Des projets étaient élaborés sans mon avis. Des décisions étaient prises sans consultation, et mon absence était perçue comme un simple désagrément plutôt que comme une conséquence. Cette nouvelle façon de voir les choses permettait à chacun de se sentir à l'aise et d'éviter d'avoir à s'interroger sur les raisons de mon départ. Quant à moi, ce silence était volontaire. Je n'ai pas vérifié mes appels manqués, ni demandé de nouvelles à mes contacts communs, car maintenir une certaine distance exigeait de la constance. Le manque de communication n'a pas été douloureux comme je l'avais imaginé, mais a plutôt révélé à quel point mon implication passée était davantage motivée par l'obligation que par le contact. Pour la première fois, je n'avais plus à gérer les réactions, à apaiser les conflits ni à assumer des responsabilités qui n'étaient pas censées m'incomber exclusivement. Ce qui est devenu évident durant cette période, ce n'est pas seulement le fonctionnement de la famille sans moi, mais aussi leur conviction profonde que je reviendrais pour rétablir l'équilibre. Personne ne m'a tendu la main pour assumer mes responsabilités, car cela aurait perturbé la hiérarchie qui les avait toujours protégés. Ils s'attendaient à ce que mon silence soit rompu avant le leur, persuadés que je finirais par endosser le rôle qu'ils m'avaient assigné. Je ne l'ai pas fait. Et plus le silence persistait, plus il devenait clair que la blessure était plus profonde qu'ils ne l'avaient cru, car cette fois, je n'attendais pas d'être réintégrée dans un système qui ne fonctionnait que lorsque je restais silencieuse. Quelques mois plus tard, les absences sont devenues problématiques. Au début, les perturbations se manifestaient par de petits désagréments pratiques, faciles à ignorer, mais ces inconvénients ont commencé à s'accumuler plus vite que prévu. Les problèmes qui se résolvaient autrefois en silence restaient désormais irrésolus, non pas par complexité, mais parce que personne n'osait en prendre la responsabilité. Les décisions stagnaient, les détails s'estompaient et des responsabilités jusque-là invisibles exigeaient soudain l'attention. La famille n'était pas confrontée à une crise extérieure. Elle luttait simplement contre le dysfonctionnement de son système interne. Sans moi pour absorber le surplus de travail, les problèmes quotidiens se transformaient en source de tension. Les réunions étaient oubliées, les échéances non respectées et les malentendus dégénéraient en disputes interminables. Pris individuellement, chaque problème semblait insignifiant. Pourtant, ensemble, ils créaient une tension latente et constante qui refusait de s'apaiser. Le foyer s'était fondé sur la constance plutôt que sur la coopération. Et lorsque cette constance a disparu, il ne restait plus aucune structure pour la soutenir. Audrey se retrouva entraînée dans des situations qu'elle n'aurait jamais dû gérer. On lui posait des questions auxquelles elle ne savait pas répondre et elle devait faire face à des attentes qu'elle avait fuies pendant des années. Le rôle dont on l'avait toujours protégée lui fut imposé sans prévenir, et le malaise fut immédiat. Elle a échoué non par incapacité, mais parce qu'elle n'avait jamais eu à développer les compétences soudainement requises. La frustration a suivi, puis l'attitude défensive, et enfin le ressentiment face à une responsabilité qu'elle n'avait jamais acceptée. Ses relations extérieures ont commencé à remarquer le changement bien avant qu'elle-même ne le reconnaisse. Ses proches se demandaient pourquoi ses messages restaient sans réponse et pourquoi ses plans changeaient sans explication. Ses contacts professionnels s'inquiétaient du manque de suivi et des décisions floues. Même de simples connaissances sentaient une instabilité là où régnait autrefois la certitude. La réputation de maîtrise et de fiabilité de la famille a été ébranlée non par un scandale, mais par une incohérence qu'elle ne pouvait plus dissimuler. C'est son père qui a le plus souffert de cette perte de contrôle. L'autorité qu'il avait maintenue par l'ordre et la prévisibilité a commencé à s'effriter, et ses tentatives pour la rétablir n'ont fait que souligner le fossé. Sa confiance en lui reposait sur l'apparence d'un fonctionnement sans accroc. Or, cette apparence exigeait des efforts constants de la part de quelqu'un qui n'était plus présent. Sans s'en rendre compte, il avait bâti son sentiment de leadership sur des résultats qu'il ne maintenait pas personnellement. Lorsque ces résultats ont vacillé, sa sécurité s'est effondrée elle aussi. Les tensions familiales s'exacerbèrent faute d'explications claires. Il était plus facile de blâmer les circonstances que d'examiner les dépendances. Les conversations tournaient autour des désagréments plutôt que des responsabilités, et l'irritation remplaçait la réflexion. Chaque problème non résolu soulevait la même question tacite. Pourquoi les choses étaient-elles devenues si difficiles si rapidement? Pourtant,
Personne n'y répondait honnêtement. Je ne suis pas revenu pour clarifier, corriger ou intervenir. Mon absence força la famille à se confronter à des réalités qu'elle avait longtemps ignorées. Les problèmes auxquels ils étaient confrontés n'étaient pas nouveaux. Ils avaient simplement été déplacés depuis des années. Ce qui avait changé, ce n'était pas le volume des responsabilités, mais leur répartition. Sans ma discrète compensation de ce déséquilibre, la structure révéla sa fragilité. Ce qui les inquiétait le plus, ce n'était pas le travail en lui-même, mais la prise de conscience que le système reposait sur mon silence. Mon absence transforma les routines en obstacles, révélant à quel point la stabilité avait été maintenue par l'attente plutôt que par un effort collectif. La famille se désagrégeait non pas à cause de mon départ, mais parce qu'elle n'avait jamais appris à fonctionner sans dépendre d'une seule personne pour maintenir l'ordre. Lorsque le schéma devint indéniable, les problèmes cessèrent d'être des incidents isolés. Ils étaient les symptômes d'une addiction passée inaperçue trop longtemps. Je n'étais pas là pour en constater les conséquences de près, mais chaque difficulté était ramenée à la même source. Mon absence n'était plus seulement perceptible, elle était devenue centrale dans toutes les explications qu'il cherchait à éviter. Au fil de l'année, le déni laissa place aux conséquences. Au début, les changements étaient si subtils que ma famille pouvait faire comme si rien de fondamental n'avait changé. Les conversations avec les personnes extérieures au foyer devinrent plus courtes, plus prudentes et nettement moins assurées. La présence de mon père n'avait plus l'autorité tranquille d'antan. Ceux qui le recommandaient commencèrent à vérifier les détails, à poser des questions complémentaires ou à chercher confirmation auprès d'autres sources. Ce n'est pas l'hostilité qui remplaça le respect, mais le doute, bien plus destructeur. Sa réputation reposait sur l'idée que tout ce qui le concernait fonctionnait sans accroc, et à mesure que cette illusion s'estompait, la confiance autour de lui s'érodait elle aussi. Une occasion en particulier révèle à la fragilité de cette position. Un accord tant attendu, impliquant la famille élargie et des partenaires extérieurs, reposait sur une coordination sans faille, une communication constante et la présence d'une personne capable d'anticiper les conflits. Sans mon implication, les échéances ont été repoussées et les messages sont restés sans réponse. De petites inexactitudes ont engendré une confusion manifeste, et cette confusion a rapidement érodé la confiance. Ce qui semblait autrefois un succès assuré s'est enrayé, puis s'est évanoui discrètement. Aucune confrontation dramatique n'a suivi, seulement la prise de conscience brutale qu'une chose précieuse avait été perdue à cause d'une mauvaise gestion plutôt que d'un coup du sort. Audrey en a ressenti l'impact plus directement que quiconque ne l'aurait imaginé. Privée du filet de sécurité qui avait toujours atténué les conséquences, elle a dû faire face à des attentes qu'elle ne pouvait ni modifier ni reporter. On lui parlait franchement, et la responsabilité n'était plus éludée en cas de problème. Elle peinait non pas par manque de compétences, mais parce que son environnement ne l'avait jamais obligée à faire preuve de constance sous pression. La protection sur laquelle elle comptait avait disparu, et avec elle la marge d'erreur à laquelle elle s'était habituée. Le doute a tenté de reprendre le dessus par le biais de la communication, même si le ton avait changé. Les messages se firent plus fréquents, puis plus prudents, puis nettement plus mesurés. Il ne s'excusa pas, ni ne revint sur ce qui avait été dit ce soir-là. Au lieu de cela, il testait les limites, envoyant des nouvelles neutres, des questions indirectes et des prétextes pour ne pas me contacter. Chaque tentative supposait que je pouvais encore le faire, et chaque tentative échouait en silence. Je ne répondais pas, non par malice, mais parce que la relation qu'il recherchait n'existait plus sous aucune forme significative au sein de la famille. La séparation devint inévitable. Elle n'était plus présentée comme une phase passagère ou une réaction émotionnelle. Les projets avançaient sans tenir compte de moi, et les conversations furent suspendues, y compris les spéculations sur mon éventuel retour. L'absence devint définitive, et avec elle un accord non négociable. La dynamique qu'ils espéraient rétablir dépendait de ma participation, et sans elle, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il devint évident que ni le temps ni le silence ne pourraient réparer les dégâts. Trop de choses avaient changé en profondeur. La confiance extérieure s'était érodée. Les rôles internes s'étaient effondrés et la hiérarchie que mon père avait jadis maintenue n'avait plus la même importance. La famille pouvait aller de l'avant, mais fondamentalement différente de ce qu'elle était auparavant. La structure qui reposait sur ma soumission et ma persévérance n'était plus tenable. Je suis restée distante, non par choix, mais par conviction. Les conséquences qui se sont déroulées n'étaient pas seulement le résultat de mon départ, mais aussi de ce qu'il révélait. Sans personne pour absorber le déséquilibre et en atténuer les effets, la réalité d'une responsabilité longtemps esquivée a émergé. Il n'y a pas eu de déclin brutal, pas d'effondrement soudain, juste une accumulation progressive de conséquences qui ont confirmé une vérité. La séparation était réelle, irrévocable, et aucun regret ne pouvait recréer ce qui avait dépendu de mon silence pour survivre. 1 an plus tard, ma vie ne tournait plus autour d'eux.
Le temps n'a pas émoussé ma détermination, ni ne m'a ramené vers ce que j'avais laissé derrière moi. Au contraire, il a tout clarifié. Mes journées n'étaient plus rythmées par la crainte du conflit ni par la responsabilité silencieuse de régler des situations qui n'avaient jamais vraiment été les miennes. J'ai instauré des routines qui m'appartenaient entièrement, j'ai fait des choix sans chercher l'approbation d'autrui et j'ai appris ce que signifiait la stabilité inconditionnelle. L'absence de ma famille n'a pas été comblée par des substituts. Elle s'est simplement intégrée à la trame d'une vie enfin équilibrée. Je subvenais à mes besoins sans le poids émotionnel que je portais autrefois. Plus d'appels à l'action, plus de crises dirigées contre moi, plus d'attentes dissimulées sous des compliments sur mes compétences. L'énergie que je consacrais jadis à maintenir l'ordre ailleurs était désormais disponible pour mon propre développement. Je l'ai investi judicieusement dans le choix de relations professionnelles et d'engagements qui ne nécessitaient pas de m'effacer pour s'épanouir. L'indépendance a cessé d'être perçue comme une résistance et est devenue synonyme de paix au sein de ma famille d'avant. Chacun assumait les conséquences de ses décisions. Sans moi pour absorber la pression ou atténuer les conséquences, la responsabilité ne pouvait plus être reportée. Les schémas qui reposaient sur ma présence ont perdu leur raison d'être. Les problèmes étaient traités incomplètement, voire pas du tout, et personne ne pouvait prétendre ignorer pourquoi. Il n'y a pas eu d'affrontement dramatique, seulement la lente acceptation du fait que la structure sur laquelle il s'appuyait avait changé à jamais. Il n'y a pas eu de réconciliation, pas de réunion silencieuse pour exprimer nos sentiments, pas de conversation finale pour clore le chapitre. Le silence est resté, non comme une punition, mais comme une vérité. Nous avons avancé séparément, chacun dans sa propre direction, sans jamais nous recroiser. Je n'attendais ni excuse ni reconnaissance, car ma paix ne dépendait plus de leur compréhension. L'acceptation a remplacé l'espoir, et avec elle est venue une impression de finalité qui sonnait juste plutôt que cruelle. Rétrospectivement, je ne vois pas mon départ comme une perte. Ce qui a pris fin, c'est un rôle que je n'étais pas censé porter indéfiniment. Ce qui a suivi n'a pas été une liberté née de la colère, mais de la lucidité. J'ai cessé de mesurer ma valeur à l'aune de ma capacité à endurer et j'ai commencé à m'apprécier pour ce que j'ai choisi de protéger. La distance n'a pas effacé le passé, mais elle a empêché celui-ci de définir mon avenir. Je vis désormais sans cette conscience constante d'être indispensable uniquement quand cela m'arrange. Ma vie est plus calme, plus consciente et ancrée dans le respect mutuel. Je ne suis pas prête à échanger cela contre de la familiarité ou un engagement. Certaines fins ne demandent pas à être reprises. Elles existent pour laisser place à quelque chose de plus sain. La famille n'est pas toujours un refuge, même lorsqu'on s'y attend. Une loyauté qui exige le silence peut, à la longue, éroder l'estime de soi. Poser des limites n'est pas un acte cruel, mais une forme de respect de soi qui protège le bien-être à long terme. Partir n'est pas un échec. Dans certaines situations, la seule décision qui permette à chacun de s'épanouir, d'y voir clair et de préserver sa dignité est de partir. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout et d'avoir pris le temps de l'écouter avec ouverture d'esprit. Chaque expérience est façonnée par le point de vue, et aucune conclusion n'est universelle. J'apprécie l'espace que vous offrez pour réfléchir et considérer différents points de vue. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre perspective pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul.